à tous, nous sommes à la veille du budget rectificatif de l'État. À cette occasion, et comme à chaque fois, le président du Conseil national nous accorde un entretien afin d'évoquer quelques sujets d'actualité. Christophe Stener, bonjour. Bonjour Vanessa. Alors Monsieur le Président, si vous le voulez bien, nous allons consacrer toute cette première partie au budget rectificatif de l'État. Un budget toujours à l'équilibre? Toujours, c'est une des caractéristiques de la principauté et je pense qu'il faut louer les qualités des personnes qui viennent sur Monaco et qui nous permettent d'engendrer à chaque fois des excédents budgétaires qui servent bien les intérêts de Monégasque en même temps que ceux de l'État. Alors en cette rentrée, quel est l'état d'esprit finalement du Conseil national? Vous savez, c'est une année un peu spéciale. Nous sommes à 4 mois, 5 mois des élections nationales. Donc il y a déjà des gens qui se sont déclarés. Les starting blocks sont en place. Il faut juste leur rappeler qu'ils ont été élus pour 5 ans et que la mandature ne s'arrête pas à 5 mois avant les élections. Je veux dire, il y a quand même encore des lois à passer, et notamment les lois budgétaires. Je ne voudrais pas que pour des postures politiciennes, certains ne votent pas le budget. Alors quels sont justement les principaux enjeux de ce budget rectificatif? C'est un budget rectificatif, donc les enjeux ne sont pas énormes. Comme vous le savez, j'ai toujours expliqué que le budget rectificatif servait à vérifier les engagements que le gouvernement avait pris lors du budget primitif vis-à-vis du Conseil national. Or, tous les engagements qu'a pris le gouvernement ont été tenus, ce qui est contraire à ce qui s'était passé au budget primitif 2015, où vous vous rappelez, il y avait eu des tensions parce que il y avait des menaces sur le vote du budget parce que les engagements qu'avait pris le gouvernement lors du budget primitif 2015 n'avaient pas été réalisés. Donc on peut finalement le comparer à celui de l'an dernier? On peut le comparer à celui de l'an dernier, avec une nuance toutefois. Il faut savoir que cette année, avec l'histoire de l'immeuble d'Apolline, le gouvernement a inscrit dans un compte spécial du Trésor, qui est voté avec le budget, qui sont en fait des comptes de trésorerie, un montant qui sert à payer les travaux qui doivent permettre à nos compatriotes d'être relogés et la remise en condition de l'immeuble. Donc il est important de réaliser que si vous ne votez pas le budget, vous ne votez pas les comptes spéciaux du Trésor et donc vous nuisez à nos compatriotes. Monsieur le Président, nous allons nous interrompre quelques instants pour regagner le grand hémicycle et pour écouter Marc Burini qui nous parlera également de ce budget rectificatif en détail et les différents rapporteurs, et nous nous retrouvons pour la suite et la fin de cette interview. Nous avons donc rejoint le grand hémicycle. À mes côtés, Marc Burini. Bonjour. Bonjour Vanessa. Vous êtes le rapporteur du projet de loi concernant la fixation du budget général rectificatif de l'État. Quelles sont les grandes tendances de ce budget? Disons que le budget rectificatif s'inscrit dans la tendance du budget primitif 2017. Il n'y a pas de grandes inscriptions rectificatives. On a un total de recettes qui sont de l'ordre d'1,226 milliard d'euros, qui nous donne un excédent de 6 millions d'euros, en ligne donc avec le primitif. On peut dire qu'il y a toujours une bonne tenue de nos recettes TVA, à près de 600 millions d'euros, donc qui représente près de la moitié de nos recettes budgétaires. Au niveau des impôts sur l'impôt sur les sociétés, par exemple, on passe de 125 à 129, donc une légère augmentation. Ce qui est le plus significatif au niveau des recettes dans ce budget, c'est qu'on a 10 millions en plus sur nos droits de douane. En fait, ça c'est dû à une augmentation en France des droits sur les énergies. Et vous savez qu'il y a un forfait douanier depuis 1963, donc ces 10 millions d'euros vont s'inscrire dans notre forfait douanier, donc il faut augmenter nos droits de douane. Après, au niveau de nos grands travaux, on est aussi en ligne avec le primitif, avec 393 millions d'euros en investissement. L'an dernier, vous disiez que le budget rectificatif était très technique. Est-ce toujours le cas cette année? Oui, je dis toujours qu'il est technique lorsqu'il y a peu d'ajustements, comme je viens d'en parler, et que ces ajustements à la marge, ils sont techniques. Mais un budget rectificatif, même s'il est technique, c'est une occasion pour le Conseil national justement de faire un suivi du budget primitif, de voir quels ont été les engagements qui avaient été pris lors du budget primitif par le gouvernement. À ce titre, il y a eu quand même des événements en 2017 par rapport au budget primitif.
On nous a présenté le projet IDA, le grand IDA. Les élus ont été satisfaits que pour la première fois, tout un quartier va être pensé de façon globale, urbanistique et systémique, disons, au niveau des infrastructures, au niveau des piétons, au niveau des commerces. Donc j'espère que dans le futur, tous les quartiers qu'on aura à restructurer seront pensés de cette façon. On nous a aussi présenté un thème qu'on avait abordé au budget primitif, le nouveau projet du Larvoto, par exemple. Les élus aussi ont été séduits, je pense, par ce projet qui va justement s'insérer dans, vous savez, on avait voté l'extension en mer, et on va avoir là aussi un ensemble cohérent, harmonieux, avec des résidents et des monégasques qui pourront s'emparer de ce projet en profitant de la plage. Un mot peut-être sur ces lignes très importantes concernant le dossier Jardin d'Apolline. Très important. Effectivement, c'est un sinistre qui n'a jamais eu lieu à Monaco, qui touche 10% des Monégasques, puisqu'on a 250 appartements, 800 habitants, avec un projet énorme qu'il va falloir refaire. Au niveau budgétaire, évidemment, ce sinistre va au-delà. C'est de l'humain, ça va au-delà du budgétaire et des finances. Mais disons techniquement, 5,5 millions d'euros ont été. On nous demande d'abonder le compte spécial du Trésor, qui est voté aussi à l'occasion du rectificatif, pour pouvoir justement pallier les premières dépenses. Mais je crois que au cours du budget rectificatif dans les séances publiques, je crois que au-delà du cas des Jardins d'Apolline, je pense que ça a été un révélateur de la façon dont est géré à la fois le parc domanial, en amont comme en aval. Je m'explique. À partir du moment où on signe le contrat, jusqu'à l'État propriétaire, bailleur, et de la façon dont il s'occupe de ces biens immobiliers. Donc je pense qu'il y a toute une réflexion à faire au niveau du gouvernement, et le Conseil national est bien disposé à donner des idées à ce sujet. Voilà. Avant de terminer, Marc Burini, un point peut-être sur ce dossier, ce texte concernant le report de crédit. Pourquoi ce texte ? Alors là, c'est vraiment de la technique budgétaire, hein. C'est assez ardu. En fait, c'est un texte, c'est un projet de loi donc, qui est issu d'une proposition de loi du Conseil national qui avait été adoptée en décembre 2016 et qui a été transformée en projet par le gouvernement, donc en un espace de temps record, hein, 7 mois, et j'en suis très satisfait. Parce que vous savez, la loi budgétaire date du 1er mars 1968. Elle avait été retouchée le 22 décembre 2006. Donc vous voyez, on les touche peu. Et là, on essaie d'introduire un encadrement sur les reports de crédit. Vous voulez que je vous explique ce que c'est ? Oui, concrètement, oui. Qu'est-ce qu'un report de crédit ? Si vous voulez, justement, cette loi de 2006, elle introduisait le plan triennal. Alors, vous savez qu'on a des grands travaux à Monaco, et évidemment, on ne les fait pas dans l'année. Donc, quand vous avez un collège qui coûte 300 millions d'euros, c'est inscrit dans un programme qui va s'étaler sur plusieurs années. Et là, ça s'appelle un crédit d'engagement. C'est-à-dire qu'on va voter un budget pour une opération globale. Il ne faudra pas dépasser cette limite. Ça, c'est le triennal qu'on vote. Aujourd'hui, ce triennal, c'est 4 milliards d'euros. C'est énorme. Là-dedans, il y a l'Angelin, il y a le quai des États-Unis, il y a tous les grands travaux. Quand il y a des tunnels descendants, on les met là. Donc, c'est nos grands travaux. Après, il y a une deuxième chose qu'on vote au budget, c'est les crédits de paiement. Et les crédits de paiement, ce sont les crédits qu'on va utiliser dans l'année, d'accord, pour payer justement ce qu'on a voté en crédit d'investissement. Donc, ces crédits de paiement, s'ils ne sont pas dépensés dans l'année, ils font l'objet d'un report. Ils pourront être dépensés parce qu'ils ont été votés. Alors, j'ai envie de vous l'expliquer autrement, en fait. Vous avez un ménage
qui décident en 2017, au 1er janvier 2017, de construire une maison dans l'arrière-pays pour 400 000 €. Ça, c'est son crédit d'engagement. Il dit on va construire une maison secondaire de 400 000 €. Puis le ménage, il fait son budget. Donc il va dire, en 2017, ces 400 000 €, ça va s'étaler sur 5 ans. Je vais mettre 5 ans pour construire ma maison. En 2017, moi j'ai besoin de 100 000 € pour commencer les travaux, etc. Donc dans leur budget, ils vont mettre 100 000 €. Ces 100 000 €, à la fin de l'année, peut-être ils ne seront pas dépensés. Mais s'ils ne sont pas dépensés, c'est embêtant. Parce que dans le budget des ménages, peut-être qu'ils devaient changer leur voiture pour 20 000 €. Mais s'ils avaient budgété ces 100 000, ils ont dit bah, tiens, on ne peut pas changer la voiture cette année-là. Donc ils ont fait une erreur d'appréciation. Les reports de crédit, on veut les encadrer parce que pour nous, il y avait trop d'erreurs d'appréciation. Donc on avait une mauvaise image, pas assez sincère, des comptes budgétaires. Donc on veut une appréciation beaucoup plus fine de l'opération et des décaissements. Je crois que le ménage aussi, parce qu'il peut rater des occasions. Et sinon, son budget au ménage aussi, il est déficitaire. Donc je pense que c'est quelque chose qui est très important, je crois, pour le contrôle de l'Assemblée, pour le contrôle de nos dépenses publiques et pour notre politique d'investissement qui, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, est très importante. J'espère que ça a été plus clair. Très clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Valérie Rossi, bonjour. Bonjour Vanessa. Vous rapportez une proposition de loi concernant la notion d'enfant du pays. Pourquoi ce texte? Alors depuis fort longtemps, nous entendons parler autour de nous, chacun de nous entend parler des enfants du pays. Alors ils partagent notre vie au quotidien, ils sont une composante essentielle de la vie économique, sociale et associative de la principauté. Ils sont membres de notre famille, ils sont nos amis, nos voisins. Et il semblait nécessaire de réellement savoir qui ils étaient. La proposition de loi a pour objet, en fait, de reconnaître cette population et d'en définir certains critères. De quelle manière? Alors, donc l'idée de la commission a été de fixer en fait une définition de l'enfant du pays par sa naissance et sa résidence en principauté. L'idée était de remonter sur 2 générations. L'enfant du pays est donc une personne qui est née sur le territoire monégasque et y a résidé sans discontinuité. La proposition de loi définit en fait l'enfant du pays par sa naissance et par sa résidence sans discontinuité sur le territoire, mais aussi celle de l'un de ses auteurs. Son père ou sa mère doit aussi être né sur le territoire monégasque et doit avoir résidé sans discontinuité. C'est ça qui est important. Y a-t-il des cas particuliers? Je prends un exemple concret. Une maman qui accouche, par exemple à Nice, et qui est domiciliée en principauté. Que se passe-t-il pour elle? Alors, son enfant, en fait, reste enfant du pays. Ce n'est pas parce qu'il est donc son lieu de naissance est à Nice que l'enfant va perdre cette qualité-là. De même pour l'enfant qui part faire ses études à l'étranger ou en dehors de la principauté, l'étudiant garde sa qualité d'enfant du pays. De même, nous avons aussi l'exception de la personne qui veut faire son service militaire et qui va s'absenter aussi de la principauté. Elle garde aussi sa qualité d'enfant du pays. Il faut savoir aussi que l'enfant du pays n'est pas seulement français. Il peut être aussi, il est de différentes nationalités, à majorité française et italienne. L'objet réel de la proposition de loi est vraiment une reconnaissance par la loi de la qualité de l'enfant du pays. Nous sommes donc là sur une proposition de loi et donc nous espérons que le gouvernement nous retourne cette proposition de loi en projet de loi. C'est quelque chose qui me tient à cœur et j'espère que cette proposition va aller jusqu'au bout. Jean-Michel Cuqui, bonjour. Bonjour.
Vous êtes à l'initiative d'une nouvelle proposition de loi portant sur la réforme du secteur protégé. Alors, en qualité de président de la commission du logement, peut-on expliquer? Tout à fait. Donc, comme vous le savez, c'est un engagement de la campagne électorale, une évolution de cette loi sur le secteur protégé. Donc, le but de cette proposition de loi, en fait, c'est de redonner aux propriétaires la possibilité de fixer leur loyer, avec un loyer qui correspondrait au prix, on va dire, du loyer du secteur ancien non protégé, tout en préservant la sécurité du montant de loyer pour le locataire qui, lui, continuera à payer le loyer du secteur protégé, le différentiel étant à la charge de l'État. Ça sera une allocation compensatoire de loyer qui sera versée donc au locataire, qui pourra payer ainsi le loyer majoré au propriétaire. Donc l'avantage, c'est que le propriétaire va arrêter enfin de subir sur ses revenus la volonté de l'État de loger une population stable et donc de faire un secteur protégé. Il me semble que si on veut un secteur protégé, et moi je suis tout à fait pour, vous le savez, il faut quand même que ce soit l'État qui en assume la responsabilité et la charge. Donc le procédé n'est pas modifié, les ayants droit ne sont pas modifiés. La seule modification consiste à redonner aux propriétaires un loyer correspondant au vrai prix qu'ils devraient toucher. L'autre avantage étant que si jamais le locataire est défaillant, aujourd'hui le propriétaire ne touche rien. Dans notre proposition de loi, si le locataire est défaillant, l'allocation compensatoire que verse l'État sera versée directement au propriétaire. En échange de ça, au lieu de mettre une amende de 50 000 € telle qu'aujourd'hui au propriétaire qui refuse de louer son bien, l'État imposera la location au prix du secteur protégé. Donc ceux qui joueront le jeu seront gagnants, ceux qui ne joueront pas le jeu, ben voilà. Mais au moins, on rentre dans un système gagnant-gagnant. Les locataires, ça ne leur change rien. On peut même espérer, et c'est un des buts aussi de ce texte, que le propriétaire ayant une meilleure rentabilité de son bien sera plus enclin à entretenir les parties communes, si vous voyez ce que je veux dire. Donc le locataire, il sera gagnant, le propriétaire ici, et l'État assumera son rôle. Donc si je comprends bien, pas de modification finalement sur les règles de fonctionnement à proprement parler? Absolument pas. Les catégories restent les mêmes, les ayants droit restent les mêmes, les chargés de devoirs restent les mêmes. Christophe Robineau, bonjour. Bonjour Vanessa. Vous êtes le rapporteur du projet de loi relatif au consentement et à l'information en matière médicale. Quel est l'objet de ce texte? Bien, écoutez, je crois que c'est un texte très important pour la profession médicale et pour les patients. C'est un texte dont on parle depuis longtemps puisque j'avais été amené à regarder ce texte dès 2011. C'est un texte qui, à mon sens, est fondamental parce qu'il va permettre de resituer la relation entre les professions de santé et les usagers, à savoir les patients. Donc je crois qu'à l'heure actuelle, il est vraiment très très important que tant les uns que les autres soient tout à fait conscients de leurs droits, de leurs devoirs et de l'évolution de la législation en matière de pratique médicale. Le dernier sujet de ce texte concerne une personne dite de confiance. Quelle est cette notion? Alors, c'est une notion qui existe déjà en droit français ou dans d'autres droits. On est souvent confronté, en particulier à l'hôpital, à la nécessité, lorsque les patients ne sont pas à même de prendre des décisions ou ne se sentent pas capables d'assumer une décision, de se référer à une tierce personne. Alors, cette tierce personne, la plupart du temps, c'est bien évidemment la famille, les proches, les enfants, les épouses, les parents. Mais parfois, il n'y a pas de personne à qui on peut s'adresser et parfois, malheureusement aussi, on est dans des situations de conflits familiaux et à ce moment-là, il est vraiment important qu'une personne ait pu être désignée un peu comme une directive anticipée, somme toute, pour pouvoir assumer ou aider à la prise de décision lorsque le patient lui-même n'en est pas capable. Alors, la grande différence, je dirais, avec le pays voisin, c'est que la personne de confiance est une personne qui a une vocation consultative. C'est-à-dire qu'on va s'y référer, on va la tenir au courant, mais en définitive, le médecin reste seul maître de la décision.
lorsqu'il s'agit de décider de la poursuite ou non d'un traitement, par exemple, et que la personne n'est pas à même de répondre. À Monaco, nous avons choisi d'aller un petit peu plus loin, comme cela se fait dans les pays anglo-saxons, et de donner un véritable pouvoir décisionnaire à cette personne. C'est vraiment très important parce que, d'abord, on est certain que cette personne aura été désignée par le patient. Et donc, il n'y a pas de doute quant à sa légitimité. Cette personne, bien sûr, pourra à tout moment décider de ne plus assumer cette responsabilité. Mais pour nous, médecins, c'est vraiment très important de savoir à qui l'on doit s'adresser lorsqu'il y a une décision à prendre, lorsqu'il y a un conflit familial, et de pouvoir comme ça respecter vraiment et véritablement la volonté du patient. Je crois que c'est vraiment un progrès important. Jean-Louis Renda, bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'initiative d'un projet de loi concernant le Code de l'environnement. Alors, comme son nom l'indique, est-ce que cela finalement traduit les engagements pris par la Principauté depuis tant d'années? Alors je ne suis pas à l'initiative de ce projet de loi puisque c'est une affaire qui dure depuis plus de 15 ans à peu près. Et c'est donc, comme vous le disiez, c'est un projet de loi du gouvernement et c'est un souhait du gouvernement princier de nous mettre en adéquation, en ordre par rapport à tous nos engagements. Il est vrai qu'en Principauté, il y avait un code de la mer, mais il n'y avait pas un code de l'environnement. Alors ce code de l'environnement embrasse des tas de choses différentes, bien évidemment. Il embrasse, par exemple, il nous parle de la protection des animaux en Principauté, des espèces végétales qu'il faut protéger. Ça parle également des surfaces à protéger, mais également du bruit, de la pollution, de la construction, puisque l'environnement, ça touche tous les domaines de l'économie et tout un chacun en Principauté. Donc le contenu de ce code, finalement, se compose de différents grands chapitres qui correspondent aux grandes conventions internationales qui ont été signées par la Principauté? Qui correspondent aux grandes conventions internationales et qui parfois vont plus loin. Alors nous avons étudié pendant longtemps ce texte, puisqu'il y avait des problématiques que nous souhaitions, nouveaux élus, en 2013, que nous souhaitions, nouveaux élus, connaître mieux. Nous avons pu apprécier certaines positions du gouvernement, nous mettre nous-mêmes en ordre en tant qu'élus par rapport aux conventions qui avaient été signées et que nous ne connaissions pas automatiquement. Ça a été un travail de longue haleine. Je ne peux pas le détailler ici parce que le temps manquerait. Vous imaginez bien, il y a des centaines d'articles à ce code de l'environnement. Sachez qu'il est équilibré. On pourrait dire qu'il est équilibré, il est assez juste, il est juridiquement conforme à ce que nous avions signé par le passé. À titre personnel, je dirais qu'il n'est peut-être pas assez coercitif. Mais on pourrait me taxer d'écologie punitive, ce que je ne souhaite pas. En fait, il y a des grands principes qu'il faut protéger, la nature en Principauté, la faune, la flore, mais également les gens. Et les gens, ça passe notamment par une surveillance accrue des chantiers, comment on informe la population de ce qui s'y fait, et comment peut-on prévenir aussi certains problèmes. Alors, en titre d'élu, j'ai pu mettre en avant le problème du bruit, et ça depuis plusieurs années, en disant que c'était un véritable fléau, et que c'est un fléau qui a des influences, pas seulement d'ailleurs sur l'environnement immédiat, mais sur la santé publique, sur les enfants, sur les personnes âgées, et qu'il fallait prendre cela en compte. Est-ce que mes demandes ont été prises en compte? Je crains qu'elles l'aient été assez peu, ce n'est pas une surprise. Quand on n'est pas suivi par une majorité, c'est même presque normal et inéluctable. Est-ce que ce code d'environnement prend en compte certaines choses? Oui, indiscutablement. Est-ce qu'il va assez loin? Je ne le pense pas. Nous verrons dans l'application, parce qu'après, il y a le texte et puis après les ordonnances qu'il faudra bien sortir et les règlements à éditer. Voilà, donc je ne suis pas d'un enthousiasme délirant. Je pense que c'est un texte important. Il fallait le faire, vu les positions de notre pays et de notre souverain sur le sujet, il fallait le faire. Et je crois que maintenant, la mise en musique, si je peux me permettre, appartient au gouvernement. Mais j'aimerais quand même noter une chose importante, nous n'en sommes aujourd'hui nulle part, puisque ce texte ne peut pas être présenté encore, à ma connaissance, à la prochaine session parlementaire, pour la bonne raison que nous n'avons pas encore eu les dernières réponses que nous attendons du gouvernement à nos questions. Merci pour cet éclairage. Et je vous propose à présent de découvrir les expressions libres.
Christian Barilaro, ce budget va s'ouvrir avec un élu en moins dans l'hémicycle. Pouvez-vous nous dire un mot sur le départ de Laurent Nouvion? Oui, en effet. Pour la première fois depuis 9 ans, Laurent Nouvion ne siégera pas lors de ces séances publiques pour le budget rectificatif. Il a décidé en effet de quitter son mandat de conseiller national puisqu'il a été nommé par le prince souverain au conseil d'administration de la Société des Bains de Mer en tant qu'administrateur d'État. Le groupe Horizon Monaco soutient la démarche de Laurent Nouvion. C'est une décision qui l'honore et qui est tout à fait compatible avec le respect de la cohérence, de la transparence et puis le fait qu'on ne peut pas mélanger les genres. Je crois d'ailleurs qu'il y a un texte en préparation qui va dans ce sens. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer le contenu? Oui, je vais vous faire un peu de pédagogie sur ce texte. Ce texte traite à la fois de la limitation des dépenses lors des campagnes électorales. C'est un chiffre tout à fait cohérent à l'image de la taille de notre pays. Et par ailleurs, ce texte également va nous proposer de contrôler la provenance des fonds qui serviront à financer ces campagnes électorales. J'imagine qu'il y a une volonté de lutter contre les tentatives éventuelles de corruption des candidats et surtout d'avoir une transparence sur la provenance des sommes qui sont accordées pour ces campagnes. Je trouve que c'est tout à fait cohérent au XXIe siècle d'avoir ces protections dans un texte de loi. Alors, il va être voté ou pas ce texte? Je l'espère vraiment puisqu'on l'étudie depuis de nombreux mois. Je pense même qu'il aurait pu être voté lors de la session de printemps, voire lors d'une session extraordinaire que certains élus ont demandé. Le président du Conseil national a fait preuve de tergiversation et du coup, on se retrouve aujourd'hui avec certains élus qui bloquent et qui fait que nous sommes dans l'incertitude. Mais je souhaite vraiment, le groupe Horizon Monaco, en tout cas, se conformera aux propositions de ce texte, même s'il n'est pas voté. Un petit mot tout de même sur le budget rectificatif qui va démarrer? Oui, tout à fait. C'est quand même le sens des séances publiques qui vont s'ouvrir la semaine prochaine. Le jardin d'Apolline, d'abord, au-delà de la crise sanitaire et du drame humain, je pense qu'il y a un problème plus global du logement des compatriotes qui sera abordé. Je déplore également, dans un autre état d'esprit, une baisse notable des recettes, due notamment à un tassement dans la perception des droits de mutation. Je m'inquiète pour le budget primitif qui nous sera présenté dans quelques mois et je crains une coupe drastique qui soit proposée lors de ce budget rectificatif primitif. Quoi qu'il en soit, un dernier mot sur le groupe Horizon Monaco qui reste uni au regard de la dislocation des autres groupes au sein de cet hémicycle. Chers compatriotes, nous sommes en fin de mandature et le moment est presque venu de faire un bilan. Le groupe Union Monégasque, votre groupe politique qui a tenté de vous représenter dignement tout au long de ces 5 années, a à son répertoire, si je puis dire, pas mal de propositions de loi dont certaines, et une en particulier, le contrat de vie commune, a été présenté au gouvernement et je pense que celui-ci va le transformer en projet de loi. C'est un grand succès. Nous l'avions déposé en juin 2013, si ma mémoire est bonne. Mais également, nous sommes intervenus sur d'autres sujets, le mandat pour protection future et l'égalité homme-femme. Sur ces deux sujets, qui sont de toute première importance et qui touchent les hommes et les femmes de ce pays, nous n'avons pas toujours été suivis par nos collègues de la majorité et nous le regretterons. Ce sera un des grands enjeux de l'avenir. Mais puisque nous sommes maintenant à la veille des séances budgétaires pour le budget rectificatif et que certaines évolutions ont été accomplies et même réussies en ce qui concerne notre jeunesse, nous aimerions revenir sur notre conception des bourses d'étudiants. En effet, si certaines avancées ont été obtenues par le président de la Commission, M. Robineau, et je l'en remercie, nous pensons que celles-ci sont insuffisantes. Pour nous, les jeunes sont beaucoup plus importants encore que nos mètres carrés. Ce sont eux le véritable pétrole de notre société monégasque. Ce sont eux qui représentent l'avenir. Et nous souhaitons que les meilleurs d'entre eux soient soutenus le plus possible pour réussir les plus grandes études possibles. Il ne faut plus que l'argent soit un frein pour les plus modestes d'entre nous à la réussite d'études brillantes pour ceux qui en sont capables. Nous souhaitons, nous voulons, nous demandons que chaque jeune capable d'intégrer une des grandes écoles mondialement reconnues
voit ses études intégralement couvertes par des bourses d'État. Ensuite, le quotient familial n'interviendra que pour les frais de bouche ou les frais de déplacement, ce qui est tout à fait normal. Nous devons investir massivement pour nos jeunes. C'est ce que nous continuerons de demander lors de ce budget rectificatif. Je vous remercie. Chers compatriotes, vous le savez, depuis 2 ans, un groupe d'élus a décidé de reprendre les choses en main et de se consacrer au travail législatif de façon active. Se consacrer au travail législatif dans une ambiance pas toujours très facile et en particulier à cause des tentatives de certains et de certaines de vouloir se positionner de façon démagogique en vue de prochaines échéances électorales. Vous l'avez peut-être appris, le président du Conseil national, soutenu par notre groupe, a choisi de ne pas se présenter aux prochaines élections. Cette décision est la sienne et je tiens ici à le remercier d'avoir su prendre les choses en main depuis avril 2016 pour permettre de présenter aux Monégasques, au bout de ce mandat qu'ils nous ont confié, un bilan législatif plus qu'honorable. Ce bilan, il n'est pas question de l'analyser sur 4 ans et demi, mais bien sur 5 années pleines. En tant que membre de ce groupe, je suis fier du travail accompli. Nous n'avons en rien renié nos engagements de 2013, nous avons effectué un travail remarquable sur le plan législatif qui a permis de remettre en route la fonction de co-législateur qui est la nôtre. Durant la période qui s'ouvre, certains élus feront le choix de rejoindre telle ou telle démarche. Je souhaite que le travail qui reste à accomplir jusqu'au mois de janvier prochain ne soit pas affecté par des tensions ou des prises de position électoralistes ou partisanes. La Haute Assemblée doit rester au-dessus des considérations politiciennes. À la place qui est la mienne, j'y veillerai tout particulièrement. Durant ce budget rectificatif, n'oublions pas avant tout les personnes qui sont touchées par le problème de construction des jardins d'Apolline. Un crédit non négligeable permet d'accompagner la résolution progressive de cette crise immobilière majeure. Nous reviendrons aussi sur la façon dont le gouvernement perçoit le Conseil national et devrons lui expliquer sans cesse, et en particulier au ministre d'État, que la Haute Assemblée n'est ni une chambre d'enregistrement, ni un greffier. Gageons que la période qui nous sépare de la fin du mandat nous permettra de faire entendre cette vérité constitutionnelle. Je vous remercie. Monsieur le Président, nous allons reprendre cette deuxième partie en nous intéressant de plus près aux dossiers d'actualité. Alors, vous le disiez, beaucoup de projets, propositions de loi seront soumis au vote durant ces séances publiques. Un mot peut-être sur ce texte rapporté par Marc Burini concernant le droit au compte. Alors, le droit au compte, vous savez, c'est quelque chose qui n'existe pas au Monaco. En quoi cela consiste? Cela permet aux personnes d'avoir un compte en banque dans un établissement bancaire. À l'heure actuelle, à Monaco, on s'est aperçu de plusieurs choses. Certains de nos compatriotes ne peuvent plus ouvrir de compte dans les banques parce que les banques estiment qu'elles ont, par exemple, des métiers à risque. Donc, on leur dit partez à l'étranger ou ouvrez le compte en France. Le compte est ouvert en France, donc il peut y avoir un risque de requalification fiscale. Mais ça ne s'arrête pas seulement là. Il peut aussi y avoir des petites sociétés qui veulent ouvrir des comptes dans les banques monégasques, mais qui se retrouvent confrontées à des problèmes. Et on leur dit également, partez en France. Donc là aussi, risque de requalification fiscale. Donc j'avais envoyé une lettre au président de la MAF lui demandant de sensibiliser les banques à ce sujet, disant que si ce n'était pas suivi des faits, le Conseil national mettrait à l'ordre du jour une proposition de loi, et c'est ce que nous avons fait. Donc cette proposition de loi sera discutée lors des prochaines sessions législatives et sera très probablement votée. Une proposition de loi également concernant la réforme du secteur protégé, ce qui m'amène finalement à vous poser la question sur le logement en général. Où en est-on en principauté? Écoutez, le logement en général, c'est une situation qui est toujours tendue. Les immeubles se construisent, je ne sais plus à combien exactement nous sommes de logements, mais le parc domanial de l'État n'est plus ce qu'il y était il y a 20 ans. Le problème, c'est que le nombre de monégasques également n'est plus ce qu'il y était il y a 20 ans. Donc il y a une partie du problème qui pousse plus vite que l'autre. Il faut savoir une chose, nous avons eu une dernière étude récemment pour montrer un peu l'évolution démographique de la population, et il semblerait, si les chiffres s'avèrent exacts, que vers l'an 2030-2040, nous nous retrouverions à 15 000 monégasques. Donc c'est un chiffre très important. Je vous rappelle que nous sommes pour le moment un tout petit peu moins que 10 000. Nous avons des problèmes de logement. Qu'est-ce que cela donnerait dans 20 ou 30 ans? Je vous rappelle que l'espace est réduit.
Donc à un moment donné, il va falloir quand même attaquer le problème à la base. En ce qui concerne le secteur protégé, vous savez que c'est quelque chose qui a fait beaucoup couler d'encre, qui a entraîné beaucoup de crises et de chuchotements. Les propriétaires, il faut quand même rappeler une chose, c'est que les propriétaires ou les petits propriétaires, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, font le travail social qui normalement est dévolu à l'État, en grande partie pour les enfants du pays et pour les monégasques. Ce faisant, ils voient leurs biens s'éroder, puisque les rentrées qu'ils ont sont inférieures au coût de maintien pour beaucoup des biens qu'ils ont eus de leurs parents. Donc nous avons réfléchi à une problématique, à établir, si vous voulez, une sorte d'encadrement libératoire des loyers, c'est-à-dire, je m'explique, d'un côté, nous essayons de mettre en place un loyer plus libre que nous voulons compenser par une aide qui permettrait à l'État et qui rendrait l'État son rôle social dans ce domaine et en déchargeant les propriétaires. Mais ce n'est qu'une proposition de loi, nous verrons là ce que le gouvernement fera. Parlons également de cette proposition de loi concernant les enfants du pays, justement. Vous pensez, Monsieur le Président, qu'il y a finalement un manque de reconnaissance, tout simplement, principauté des enfants du pays, et ce texte, finalement, appuierait cette reconnaissance? Alors, quand on parle d'enfants du pays, il y a toujours quelque chose qui me gêne un peu, c'est quand on parle d'enfants du pays, on dirait qu'il ne s'agit que des Français. Les enfants du pays, ça peut être toutes les nationalités qui vivent ici, suivant la définition qui est donnée à l'heure actuelle dans le texte de loi justement sur le secteur protégé. C'est n'importe quelle nationalité qui, à un moment donné, requiert les conditions. Si vous voulez, le problème, donc, c'est que la notion d'enfant du pays n'est pas vraiment définie, sauf dans la loi sur le secteur protégé, et le Conseil national, à un moment donné, doit s'emparer du problème et essayer de donner une définition précise à ce qu'est un enfant du pays, parce que sinon on va rester dans le pagnolesque. Un dernier dossier très important avant de refermer cette deuxième partie, Monsieur le Président, le dossier SBM. Les derniers chiffres sont désormais connus. Comment voyez-vous finalement l'avenir de la Société des Bains de Mer? Écoutez, je pense à l'image du chantier. Je veux dire, les bénéfices ont été creusés pendant quelque temps. Maintenant, ça continue. Mais je pense qu'à terme, avec la montée des immeubles et toute cette partie immobilière, je pense qu'à un moment donné, on arrivera à rétablir l'équilibre et pouvoir générer des bénéfices supplémentaires qui permettront de relancer le secteur des jeux, qui est, je vous rappelle, son activité première. Là-dessus, j'ai entendu dire qu'il y a toute une équipe de jeunes compatriotes qui sont en place et qui essayent de travailler dans ce sens et de permettre à la société de relancer cette activité si cruciale pour beaucoup de nos compatriotes. Merci Monsieur le Président, et je vous rappelle que les 3, 5, 6, 24 octobre et 30 novembre auront lieu les séances publiques concernant ce budget rectificatif de l'État à suivre en direct et en intégralité sur Monaco Info. Merci de nous avoir suivis.